Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour vous parler d'un sujet brûlant aujourd'hui au niveau du Congo et au niveau de la diaspora. Et ça défraie la chronique un peu partout, même sur la toile. Donc le sujet concerne l'actuel Premier ministre Matata Ponyo. L'actuel Premier ministre Matata Ponyo, donc, il a défendu son mémoire de DEA à l'université de Kinshasa, faculté des sciences économiques. Et son mémoire, ou la défense de son mémoire, pose aujourd'hui problème. Ça fait une sorte de remise en cause de son titre, on peut dire, remise en cause de sa qualité d'étudiant. Donc, dernièrement, deux jours avant la défense de mémoire des DEA, donc diplôme d'études approfondies, à l'UNIKIN, faculté des sciences économiques, donc master 2 ici, ou 2S, ou son équivalent ailleurs aussi. Donc l'étudiant a défendu le 29 et 2 jours plus tôt, le doyen de la faculté des sciences économiques et quelques professeurs de la dite faculté ont adressé un courrier au secrétaire général académique par lesquels ils manifestent leur mécontentement quant à la procédure à suivre pour un étudiant qui doit parfaire, n'est-ce pas, son DEA et présenter son mémoire. D'après leur courrier, ils disent que il y a irrespect, il y a absence de respect, je peux dire, de la procédure habituelle. Donc, l'étudiant, son directeur ou le nouveau comité d'encadrement de l'étudiant n'avait pas respecté, donc, la procédure habituelle. Qu'en est-il au juste? Puisque l'étudiant, quand il a été accepté par l'université, notamment par le master en question, donc là-bas on parle du département tel, et l'étudiant était mis dans un encadrement nommé un comité d'encadrement. L'étudiant avait proposé, ou on lui avait proposé un sujet en son temps, dans une sorte de protocole d'accord, et que par la suite, l'étudiant a changé de directeur et a changé de sujet. Donc, voilà la raison fondamentale du courrier du corps professoral de la faculté des sciences économiques adressé au secrétaire général académique. Et nous, en tant qu'internautes, nous avons saisi cette occasion pour voir un peu ce qui se passe justement à l'université de Kinshasa. Et par rapport à notre parcours académique ici aussi, donc raison pour laquelle nous saisissons cette occasion pour donner notre contribution à ce sujet. Bon, nous allons, pour bien appréhender le sujet de Kinshasa, donc concernant Matata Ponyo et sa défense de mémoire et le professeur contestateur. Donc nous allons d'abord partir de nos deux exemples d'ici, en France, et les expliquer, arriver à les expliquer, et partant, nous serions en mesure d'appréhender la vraie réalité
du cas Matata Mpoyo à l'université de Kinshasa. On verra est-ce que la procédure qu'a prise la nouvelle équipe, le nouveau comité d'encadrement de Matata Mpoyo et son directeur, le professeur Tiker, est-ce qu'ils ont suivi la procédure habituelle ou non? Est-ce un étudiant peut changer de sujet au cours même de l'année académique ou non? Est-ce que le doyen de la faculté, d'une faculté, doit-il être aussi le doyen d'un master? Est-ce le doyen de la faculté ou d'une faculté peut-il être aussi le doyen d'une école doctorale? Donc, je vais essayer un peu de vous expliquer comment nous, on a vécu ici à Paris 1 Panthéon-Sorbonne quand nous avons fait le Master 2 d'anthropologie du droit. Et puis, nous tenterions, n'est-ce pas, d'illustrer certains faits relatifs à la demande d'inscription et au parcours d'un étudiant à une autre université, puisque nous avons fait aussi un autre master à Paris 11. Donc, nous, d'entrée de jeu, on peut vous montrer rapidement les cartes d'étudiants. Ça, c'est la carte d'étudiant de Master 2, donc Anthropologie du droit Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et puis, ça, c'est la carte d'étudiant de Paris 11, donc GPDA, Gouvernance des projets de développement en Afrique. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce que nous allons à traiter dans cette émission. Et nous allons donner le maximum de nous-mêmes pour que l'émission soit vraiment d'une haute facture, pour que les gens qui nous suivent à la maison, assis dans leur fauteuil, nous suivent clairement et qu'ils comprennent les dessous des cartes, comme on dit. Donc nous avons déjà avancé les faits concernant Matata Mpoyo et les contestateurs, et comment prend-on l'inscription à l'université ou aux universités en France. Puisque nous avons fait le Master 2 d'anthropologie du droit ici à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, comme nous avons dit, comment nous avions procédé. Donc, on fait la demande d'inscription sur Internet, puisqu'il y a des dates arrêtées, des dates précises ou des périodes précises pendant lesquelles on fait des inscriptions pour des masters et pour des licences, pour des doctorats. Bon, pour des doctorats, je pense qu'il n'y a pas vraiment trop de dates précises, mais pour les licences, souvent c'est entre décembre, janvier, février. Bon, pour certains masters, c'est à partir de mars, avril jusqu'en mai, juin, juillet. Bon, nous, à notre époque, nous avons fait à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'était au mois d'avril. Au mois d'avril, nous avons téléchargé les documents, les formulaires d'inscription. Donc nous les avons complétés, datés, signés et accompagnés de certains documents très importants, dont notamment la photocopie des cartes de séjour, photocopie de carte vitale, et puis les photocopies et les notes, comme on dit au pays, les cotes donc les notes de votre cursus et la copie ou les copies de vos diplômes avec un projet de master. Donc il y a un projet, donc quand vous téléchargez les documents, tous les indicatifs sont là, vous les suivez et puis vous faites un projet de master. Il faut bien argumenter et puis il faut, n'est-ce pas, étayer vos arguments par des exemples aussi. Ensuite,
il faut se fonder beaucoup sur la méthodologie. Puisque vous êtes déjà aspirant doctorant, puisqu'après le master, c'est le doctorat. Donc, c'est-à-dire, on se fonde beaucoup dans le master sur la méthodologie scientifique. Vous envoyez et maintenant, il faut attendre, n'est-ce pas, la validation. L'université va siéger dans un jury ad hoc, donc jury spécial. L'université va siéger pour vous envoyer les réponses, lesquelles réponses seront sanctionnées par un avis favorable ou défavorable. Et quand il s'agit d'un avis favorable, ça peut être un avis favorable implicite ou explicite. Implicite dans le sens que vous êtes admis, mais par exemple, vous êtes sur la liste d'attente pour l'année prochaine, puisque ici on fait l'inscription une année à l'avance. Donc, on peut vous retenir aujourd'hui, mais pour l'année d'après. Donc, explicite, c'est-à-dire le jury vraiment donne son approbation, donc donne son feu vert pour que vous commenciez dans l'année en cours, donc juste à la rentrée. Donc, il y a deux sortes d'avis favorables et puis il y a un avis défavorable. Et surtout, le master, pourquoi on met certains étudiants sur la liste d'attente, puisque le master, c'est une tranche d'études où il y a trop de restrictions. Il y a trop de restrictions, c'est-à-dire le nombre d'étudiants est requis. On ne peut pas dépasser 25 étudiants dans un auditoire de classe de Master 2. Donc de Master 2. C'est ce que moi j'ai vu et c'est ce que j'ai appris et on me l'a appris même dans différents cours de méthodologie. Donc il faut que le professeur, pourquoi on le fait ainsi? Pour que le professeur vous suive de près. Pour que le professeur soit auprès des étudiants, à leur écoute et de discuter avec eux. D'avoir leurs propositions aussi en certaines matières très délicates s'agissant de la formation. Raison pour laquelle on limite le nombre d'étudiants à 25. Nous, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, anthropologie du droit, nous avions débuté au nombre de 17. Au nombre de 17, puisqu'il n'y avait que 17 étudiants, donc on a débuté au nombre de 17 pour finir avec 12 étudiants. Pour finir avec 12 étudiants, puisqu'il y a certains étudiants qui abandonnent, certains étudiants qui abandonnent et d'autres qui renvoient, n'est-ce pas, leur inscription à l'année prochaine et d'autres encore continuent. Donc, comme nous autres, nous avons continué jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, donc on a fini à un nombre réduit. Bon, quant à la gouvernance des projets de développement en Afrique, on avait débuté à 22 et on a fini à 15, puisque certains étudiants avaient reporté leurs inscriptions pour l'année prochaine, d'autres encore, puisque j'en connais deux, qui avaient préféré faire leur année académique en deux étapes. C'est-à-dire, la première année, ils vont faire le cours. Dans la deuxième année, ils feront que le stage et les mémoires. Donc, ils ont divisé comme ça, raison pour laquelle ils étaient avec nous pour les parties théoriques, les cours, mais ils n'étaient pas cotés dans l'année en cours. Ils étaient programmés pour l'année d'après. Donc, il y a des positions comme ça, il y a des situations comme ça qui se présentent au cours même donc, de l'année académique. Donc ça, c'est au niveau déjà de l'inscription. Vous avez l'avis favorable et vous devez passer deux grandes étapes d'inscription. Puisque premièrement, c'est la demande d'inscription. Deuxièmement, c'est l'inscription proprement dite. Prenons l'exemple de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc moi, j'ai fait la demande en avril. J'ai eu l'avis favorable en juin.
Et en juillet, l'avis favorable déjà vous convoque, vous donne l'avis favorable et vous convoque par rapport à la date à laquelle vous allez faire l'inscription administrative. Et c'est dans un autre bureau, c'est ailleurs. Donc, on était convoqué là-bas à amener tel document. Donc, on était obligé d'amener tel document le jour de l'inscription administrative et de payer aussi les frais scolaires, communément appelé au Congo, donc le Minerval. Donc, on l'a fait et vous êtes inscrit. Ce jour-là, on vous donne aussi votre carte d'étudiant et l'attestation et les certificats de scolarité. Après, on vous donne encore un document où les documents s'en suivra par voie postale pour vous convoquer, n'est-ce pas, à faire l'inscription pédagogique. Donc là, c'est juste quand vraiment il y a effectivité de la rentrée scolaire. Et souvent en Europe, en France où nous résidons, l'inscription s'est fait, la rentrée académique s'est fait déjà au plus tard le 5 septembre. Et au mois de septembre, quand on ouvre, donc quand il y a rentrée académique, pardon, le premier jour de votre rentrée académique dans votre master, il y a les jours communément appelés les jours d'intégration ou les jours de la présentation du master, où il y a tous les professeurs sont réunis dans un local ou un auditoire avec tous les étudiants convoqués et il y a le directeur du master qui va vous présenter son personnel d'abord et le corps professoral. Et le directeur ébauche sur le passé historique et présent du master, des mérites du master, des débouchés du master, tant sur le plan national qu'international. Et maintenant, il va donner place à son adjoint pour exprimer dans un autre sens aussi ou dans le même sens. Et puis, ils vont donner à chaque professeur de s'exprimer aussi, d'expliquer son cours, le fondement de son cours. Et voilà donc les heures qu'ils vont faire avec vous et à quel moment de 2 semestres son cours commencera. Donc ça c'est au niveau de la présentation du master. Ça c'est au niveau de la présentation du master, c'est-à-dire le premier jour de la rentrée ou le jour d'après. Donc il y aura un communiqué où on vous appelle à venir assister et tout se prépare déjà au niveau de l'inscription pédagogique. Puisque dans l'inscription pédagogique, donc on a un lien, hein, j'ai l'idée un peu, donc je reviens sur ça. On a un lien intranet. Dans le lien intranet, donc là, on vous met déjà en lien avec, avec un site d'université où vous aurez le planning. Le planning se donne par là, puisque les professeurs donnent leur position ou leur planning, leur organisation au niveau du décanat, donc du bureau administratif de la faculté, et c'est le bureau administratif qui fait fait la courroie de transmission, donc intranet. Donc on vous envoie, donc vous avez la page, vous ouvrez, vous verrez tous les plannings, toutes les modifications, ça est là-bas, et il y a beaucoup d'éléments que vous aurez par voie intranet, notamment les panneaux d'affichage, le partage des documents, certains documents utiles que les professeurs envoient quand ils expliquent leurs cours, ils vous envoient par ce lien. Et donc on va vous donner le lien, donc quand vous rentrez là-bas, donc vous aurez tout. Donc c'est un lien à consulter presque chaque jour, puisque à la veille, le professeur peut aussi changer son programme, peut annuler son cours pour telle raison. Donc il y a le plan du cours de chaque professeur, il peut vous donner le plan du cours à travers ces liens. Il y a des travaux dirigés à travers ces liens aussi. Il y a des séminaires à travers ces liens, le colloque, conférences, débats,
et des exposés, les jours auxquels vous allez exposer. Donc, on va vous expliquer. Donc, tout c'est dans ça. Il y a emploi du temps de professeur, il y a le stage, date de stage, quand est-ce que le stage commence, c'est dans ces liens. Et puis, il y a la convention des stages signée avec l'étudiant et l'université. Donc, pour voyager, pour faire le stage, nous on dit le terrain en anthropologie. Donc, vous voyagez quelque part dans un pays où vous allez approfondir vos connaissances par rapport à votre mémoire. Et voilà, donc il y a un document qu'on signe à l'avance, qu'on signe avec l'université. C'est un document aussi qui vous permet, n'est-ce pas, d'obtenir certains avantages tels que la réduction du prix de billets, de train, etc. Donc après, c'est la journée pédagogique, comme je m'employais déjà à vous le dire. Donc c'est le jour de la rentrée, j'ai expliqué. On va vous expliquer l'objet de votre discipline scientifique choisie, puisque beaucoup de masters sont des nouvelles sciences, des nouvelles spécialités en matière de. Donc, construites par des professeurs, par la fusion de professeurs, et ils arrivent, n'est-ce pas, à créer une nouvelle science, une nouvelle discipline qui a son objet aussi, puisque toute science a son objet. Donc voilà, même si vous êtes, de sciences économiques, on vous a appris la science économique à tel objet, mais au niveau de la science, des sciences économiques, il y a des subdivisions. Même au niveau du droit, il y a des subdivisions. Quand vous rentrez dans des subdivisions du droit, et il y a des branches, certaines branches qui ont aussi des spécificités, qui ont aussi des objets. Et quand maintenant à faire le master, si c'est cette discipline qui est concernée, donc on vous parlera, n'est-ce pas, de son objet à elle. Donc raison pour laquelle en France nous vivons beaucoup, nous sommes sous l'ère, n'est-ce pas, des créations des masters. Ce sont des professeurs des différentes sciences qui se mettent ensemble pour inventer quelque chose parce qu'il y a besoin de la population quelque part. Il y a besoin, le pays a besoin de tels projets et qu'on en fait une science pour, n'est-ce pas, avancer, pour faire des grandes recherches. Mais donc, dans des pays du tiers-monde tels que le Congo, on n'a pas encore vu les choses comme ça. Raison pour laquelle on va vous expliquer pour arriver maintenant à répondre aux problèmes concernant la défense des Matata Mpoyo. Donc, nous sommes maintenant au niveau de l'objet, puisqu'il y a la journée pédagogique. On vous parle des débouchés, j'en ai parlé. On vous présente les corps professionnels et les cours. Les professeurs vous expliquent leurs expériences, leur parcours aussi, pour vous édifier déjà d'avance. Les aires des cours, on va vous en parler, les pondérations, les notations, cotations, comme on dit, les délibérations et le jury. Puisque chaque master a sa politique de délibération et a sa politique, n'est-ce pas, de noter les étudiants. Donc, on va voir ça aussi. Et nous passons maintenant donc, au point suivant, l'organisation et le fonctionnement d'un master. Ou du master, par exemple, d'anthropologie du droit. Comment nous, on a vécu ça. Donc, quant à l'organisation, nous avons un corps scientifique composé d'un directeur du master, d'un sous-directeur, d'un secrétaire. Donc ça c'est au niveau du corps scientifique. Donc au niveau du corps scientifique, il y a le directeur, sous-directeur, les professeurs et les secrétaires. Et puis, ils ont une bibliothèque spécialisée, s'il vous plaît. Une bibliothèque spécialisée qui n'est accessible pas à n'importe qui.
sauf étudiant ou chercheur. Tel qu'en anthropologie du droit, quand vous rentrez, sur votre gauche, il y a la bibliothèque spécialisée. Ça, ce sont des spécialités d'anthropologie du droit. Et même en gouvernance des projets de développement en Afrique, il y a aussi une bibliothèque spécialisée différente de la bibliothèque de l'université. C'est très important. Donc, à Paris 1 aussi, c'est pareil, puisque Paris 1, Paris Sorbonne, donc il y a la bibliothèque, on peut dire, de centrale ou de l'université, et la bibliothèque spécialisée d'anthropologie du droit. Là, vous ne trouverez que les matières d'anthropologie du droit. Donc, pareillement pour la gouvernance des projets de développement en Afrique. Mais en dehors de ça, il y a des bibliothèques à caractère donc, général pour tout le monde, où il y a toutes les spécialités. Donc ça, c'est un élément très important dans un master. Et puis, dans un master, il y a des professeurs visiteurs. Ça, c'est la force du master. Il y a des professeurs visiteurs. Des professeurs qui viennent d'ailleurs pour apporter leur expertise dans le master. Puisqu'ils sont importants, ils en sont spécialistes. On ne crée pas un master ou un DEA, par exemple en Afrique, parce qu'on a besoin d'en créer. On crée parce qu'il y a des spécialistes en la matière. S'il n'y en a pas, les gouvernements doivent sortir via le rectorat des moyens colossaux pour appeler les professeurs d'autres universités qualifiés afin de venir, n'est-ce pas, donner cours, dispenser de la matière dans votre université. Et autant d'années, durant 5 ans, 6 ans, ils vont former de spécialistes sur place et eux prendront, n'est-ce pas, la relève ou les relais. Donc, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est la force du master. Donc, ce n'est pas dit que, puisque vous êtes professeur d'université, vous allez donner cours parce que vous êtes économiste. Mais vous êtes économiste, mais par exemple, on crée le master d'économie rurale ou économie, par exemple, rurale ou économie du développement. Ce n'est pas tout économiste qui est appelé à donner cours dans ce master. Il faut avoir cet entendement dans nos têtes, à l'esprit. Pareillement pour le droit. On ne peut pas créer un master parce que on est juriste. Mais non, on crée un master par rapport à une spécialité ou une spécialisation. S'il en manque au pays, il faut faire appel à ailleurs, donc à d'autres universités du monde. Et c'est là où le pays sort l'argent pour appeler ces professeurs-là. Les professeurs-là viennent avec leur expertise. Ils sont nourris, logés, etc. par le pays. Donc c'est ce que nous devons faire dans nos pays pour que nos masters aussi aient de la valeur. Donc voilà un peu pour qu'il n'y ait pas de complaisance. Puisqu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, je vois de tels courriers largués sur les nets. Mais moi, j'ai une autre lecture par rapport au courrier. Et j'ai compris beaucoup de choses par rapport à certains Congolais qui voient que c'est un courrier de l'université de Kinshasa. Mais moi, j'ai une autre lecture. Et cette lecture, je vais vous la faire découvrir donc, ensemble. Voilà. Donc, c'est-à-dire, au niveau du master de l'organisation de fonctionnement, il y a un trombinoscope. Trombinoscope, c'est-à-dire, quand les étudiants, vous déposez vos dossiers, les photos, etc., il y a une photo qui va servir de trombinoscope, c'est-à-dire, ils vont établir un document où chaque étudiant, sur sa photo, on voit son parcours, son cursus, qu'est-ce qu'il a fait, on voit son identité, etc. et son parcours, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé et avec autant d'étudiants, le professeur, dès que l'année commence, si vous êtes 25, vous êtes 22, vous êtes 17, il a tout ça. Et chaque professeur a le trombinoscope, c'est-à-dire il a la réalité de sa classe, de son master. Donc, ça dit un master, comme j'ai dit à un ami aujourd'hui, puisqu'on en a parlé, donc ça dit
un master, c'est comme l'école primaire ou l'école gardienne. Puisque vous êtes surveillés comme des enfants. Donc, il y a une sorte d'appel nominal. Puisque chaque prof, quand il rentre avec son trombinoscope, il appelle quand il donne cours à un moment. Donc, il y a des questions, il pose des questions. Donc, c'est lui maintenant. Par exemple, il peut vous poser des questions à l'improviste. Vous notez à l'improviste. Il sort son papier. D'ailleurs, quand ils viennent, ils mettent le papier, déjà, le document là sur la table. Quand il donne le cours, il fait des 100 pas pour intervenir. Il appelle tel, il intervient. Donc, ça dit, dans un master, on se connaît. Dans un master, il faut participer, il faut venir chaque fois qu'il y a cours, chaque fois qu'il y a séminaire, chaque fois qu'il y a exposé. Puisqu'on vous note par rapport à votre application, par rapport à votre participation. Donc voilà, donc, on va vraiment bien expliquer le cas Matata Mpoyo. Donc voilà, donc il y a le trombinoscope qui sert, n'est-ce pas, de repère au professeur pour savoir que tel étudiant, est-ce il vient au cours. Puisqu'il a, en dehors de son trombinoscope, il a encore la liste de tous les étudiants. Donc il note votre application chaque jour, il note votre présence chaque jour, etc. quand il y a cours. Et l'année se divise en 2 semestres. Ça, c'est dans l'organisation et fonctionnement. En 2 semestres. Premier semestre commence de septembre pour s'achever en décembre ou janvier. Ça dépend d'un master à l'autre. Et puis, il y a des cours. Pendant les semestres, il y a des cours, il y a des travaux continus, il y a des séminaires, comme j'ai dit, il y a des colloques, des exposés, et application et participation de la présence est obligatoire, sinon on vous radie. Sinon, vous êtes radié. Donc ça, c'est au niveau du master. C'est une tranche de classe qui n'est pas comme toutes les tranches de classe. Donc, c'est-à-dire c'est une tranche très spéciale où le nombre est limité. Bon, peut-être au Congo, il y a débordement, puisque nous aussi, on a étudié dans de telles conditions au niveau de graduat et de licence. Et au niveau du master, je ne vois pas comment ils vont faire changer les choses alors que le problème Matata Mpoyo est là, frappant. Donc, ça dit le même problème subsiste en droit comme en économie et ailleurs. Donc, au niveau des travaux continus, certains masters procèdent aux travaux continus. C'est-à-dire chaque professeur donne son cours et donne des travaux à faire à la maison et vous lui rapportez et lui il corrige, ainsi de suite. Et c'est ça la notation, la cotation. Et par exemple, son cours, c'est un cours du premier semestre. Donc, entre décembre et janvier, il s'arrête là. Il vous donne vos notes, donc vos cotes. Certains professeurs, ou soit ils vous donnent ou ils vous communiquent ou pas, mais vous l'aurez lorsqu'il y aura donc affichage des résultats. D'autres universités procèdent comme ça, d'autres procèdent, n'est-ce pas, à des interrogations et certains cours aussi. Donc il y a certains professeurs qui interrogent vraiment donc à l'écrit, à l'oral, à l'écrit, à l'oral. D'autres, il y a combinaison, travaux continus, interrogation orale, écrite, etc., application, etc. Il y a des colloques. Donc, suite à votre lien intranet, il y a des communiqués comme ça. Vous irez par exemple à un colloque quelque part et il faut venir maintenant dans le cours et expliquer, en débattre avec les autres, avec le professeur, pour que le professeur voudrait avoir le point de vue d'un chacun de vous. Ça se fait comme ça aussi. Il y a des exposés. Donc, des exposés individuels ou en groupe. Et certains professeurs, ils viennent, ils donnent que la première séance et avec des thématiques. Et il vous dit de vous constituer en groupe de pas plus de 5 étudiants, de sorte que donc, vous prenez un sujet, vous les traitez en groupe. Et dans le groupe, qu'est-ce qu'on fait? On se
on fait d'abord une séance de compréhension du sujet et d'annonce du sujet, c'est-à-dire vous créez des parties où le plan est subdivisé en telle partie et en tel chapitre. Chacun de 5 étudiants prend sa partie ou son chapitre et après vous travaillez. Après il y a un qui va les rassembler, il vous envoie les notes puisqu'il a déjà vos mails et l'université aussi a vos mails. Donc lui en tant que c'est lui qui coordonne, donc il aura tous vos mails. Et maintenant, quand vous travaillez à la maison, vous lui envoyez le tout. Lui, il va faire maintenant les toilettages. Il va faire les toilettages et il vous les renvoie. Et chacun aussi apporte un correctif. Et à la fin, on adopte un texte. C'est-à-dire, voilà, donc un texte à exposer. Et les jours de l'exposé, pardon, vous venez donc devant vos condisciples de classe, le professeur à côté, donc chacun défend maintenant son chapitre. Et à la fin, on pose maintenant des questions pour l'ensemble ou individuellement, l'étudiant aussi peut intervenir sur un chapitre. Il dit, bon, j'ai vu tel condisciple a parlé de ça, je vais voir un peu, je vais connaître un peu sa position ou son interprétation par rapport à tel article ou par rapport à tel fait. Donc ça dit, il y a ça, et si le condisciple n'arrive pas à bien répondre, c'est tout le monde qui doit défendre le groupe, mais dans la notation, on voit la notation du groupe et la notation individuelle, puisque tout le monde a participé, tout le monde a exposé. Il y a aussi certains étudiants qui ne veulent pas, ils sont libres de composer avec les autres. Ils donnent leur position au professeur qu'il fera seul. Ça, c'est son choix. Et il y a aussi des exposés individuels. Donc, il y a de tels systèmes. Donc, il faut de la participation. Il faut qu'on vous voit physiquement. Il faut qu'on travaille. Il faut travailler. Donc, et puis, ça suscite quoi? L'application, la participation. Deuxième semestre, c'est entre décembre et janvier. Et on fait une session. À la fin de décembre ou janvier, on fait une session. Ça dépend de master ou d'université, je peux dire. Soit la session est unique, ou vous ferez une deuxième session à la fin du deuxième semestre. Mais ce qui est rare pour beaucoup de masters. Ça dit déjà en janvier, février, quand vous faites votre session, et pour Paris 1, Panthéon-Sorbonne, c'est-à-dire déjà au premier semestre, puisque vous avez été déjà prévenu lors de votre présentation du master par différents professeurs, dont en tête le directeur ou le sous-directeur du master. Donc, si déjà vous ratez le premier semestre, le second semestre ne servira à rien. C'est-à-dire, si vous avez 9,9999, déjà, vous n'aurez plus votre master. C'est fini. Mais vous avez droit à continuer, puisque après, ce sont des cours d'ordre pratique qui, déjà à la base, ont eu déjà une grosse partie dans la notation, dans la partie théorique. Puisque souvent, ce sont les mêmes professeurs qui donnent le même cours, mais divisé en deux masters. Nous, on a eu la méthodologie générale avec Étienne Leroy. Et le deuxième semestre, c'est la critique de la méthodologie générale avec le professeur Ibrahim Diaye, un Sénégalais. Mais non, le 2 c'est le même cours, mais ça a été scindé. Donc c'est-à-dire, si vous avez déjà échoué déjà au premier semestre avec de tels cours, le second semestre ne vous sert que à appliquer ou à arriver, n'est-ce pas, à terme de vos études de master. Mais puisque vous avez été déjà noté, donc ça dit il faut faire beaucoup de risques. Donc à Paris 1, le premier semestre compte beaucoup. Quand vous n'avez pas 10 sur 20, donc c'est que vous n'aurez plus votre master. Mais pour d'autres universités,
D'autres universités aussi appliquent ces systèmes. D'autres encore, c'est-à-dire quand vous avez la moyenne générale de 10 à la fin de l'année, et c'est bon. Donc là maintenant, c'est-à-dire certains masters organisent leurs sessions au mois d'avril. Mais avant le mois d'avril, il y a des exposés, dont les professeurs vous notent. Donc vous exposez en groupe, individuellement, en groupe individuel. Donc autant de cours, autant d'exposés. Et des travaux pratiques. Autant de cours, autant d'exposés, des travaux continus. Autant de cours, autant d'exposés, des travaux continus. Donc vous êtes vraiment sur du travail. Sur l'applicabilité du travail. Donc c'est-à-dire, il faut bosser et au mois de mars, avril, vous faites vraiment la session et l'unique. Juste après, donc tout le monde s'en va maintenant en stage ou faire le terrain et vous revenez en août, fin août, donc début septembre, avant la rentrée, ou fin août, début septembre, donc c'est-à-dire vous défendez votre mémoire et maintenant les résultats vont sortir et c'est bon. Donc voilà un peu ce que j'allais à vous dire s'agissant, n'est-ce pas, de l'organisation et fonctionnement du master. Donc le master, c'est pas facile. C'est pas facile à le faire puisque beaucoup commencent et peu, n'est-ce pas, terminent l'année. Donc voilà. Je vais parler maintenant de l'école doctorale. Puisque une fois franchi les caps master, si on veut, on peut, n'est-ce pas, faire la demande pour le doctorat. Donc pour le doctorat, donc, il y a une école doctorale. Donc là-bas, il y a aussi son directeur, il y a son sous-directeur, il y a le personnel, il y a le secrétaire. Et puis, il y a des professeurs qui sont habilités, n'est-ce pas, à diriger une thèse. Tout docteur n'est pas habilité à diriger une thèse de doctorat, s'il vous plaît. Puisque nous aussi, on ne savait pas, mais au niveau, ça c'est l'exigence de la science au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Afrique, on peut s'en passer. Puisqu'on a besoin de docteurs, etc., de professeurs. Mais au niveau de l'Europe, où nous avons passé nos années sur le banc de master, de 2 masters, on a vu ça. On a vu ça et on a aussi assisté, n'est-ce pas, à plusieurs défenses de thèses de doctorat. Donc, on a vu ça. Tous les professeurs d'université ne sont pas habilités à diriger une thèse. Puisque en dehors de la thèse de doctorat, il y a la thèse d'habilitation à diriger les thèses. Peu de professeurs en ont 2. Donc il faut faire beaucoup d'attention sur ces problèmes. Donc il y a, dans l'école doctorale, il y a la liste des professeurs habilités à diriger une thèse. Et puis, vous faites votre demande comme vous avez fait pour le master avec son projet et il faut connaître son promoteur. Et qu'est-ce qu'on fait déjà? On a son promoteur déjà au niveau du master, puisqu'il est habilité aussi à diriger la thèse. Donc, on a son promoteur de thèse. Vous êtes entendu pour peut-être approfondir le sujet du master en thèse. Puisque au niveau du master, le sujet a été abrégé, mais au niveau de la thèse, vous voulez vraiment l'approfondir. Donc, voilà. Donc voilà un peu, il y a ça. Il y a le projet, donc il faut écrire comme vous avez écrit au niveau du master. Il y a le projet, il y a la méthodologie, puisque le master et la thèse se fondent sur la méthodologie scientifique. Vous allez employer quelle méthodologie? Celle qui vous permettra, n'est-ce pas, d'avoir des matériaux pour, n'est-ce pas, vous faire avancer dans votre thèse. C'est ça, donc, la méthodologie. Et puis, il y a une bibliothèque spécialisée pour l'école doctorale. Donc, l'école doctorale. Donc, c'est-à-dire à Paris 1, où nous avons étudié, au rez-de-chaussée, à gauche, il y a l'école, il y a la bibliothèque spécialisée d'anthropologie du droit.
Et au niveau des étages, il y a l'école doctorale et plus sa bibliothèque aussi spécialisée. Donc là-bas aussi, il faut avoir une carte pour y accéder. Et en bas, il faut avoir aussi une carte pour y accéder. Et maintenant, au niveau maintenant de la bibliothèque centrale de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc je pense que c'est la même carte qui vous donne aussi accès. Donc je peux m'égourer, mais peut-être c'est la même carte aussi qui vous donne accès. C'est la même carte. Donc si vous n'avez pas de promoteur de thèse, et c'est là maintenant, vous êtes à la disposition de l'école doctorale. C'est l'école doctorale qui va vous choisir donc un directeur. Maintenant, pour répondre au cas Matata Poyo, son dossier a été valide. Ça, c'est la question. A été validé, pardon, ou valide. C'est-à-dire, il avait eu son avis favorable ou défavorable au vu du courrier contestation du doyen et quelques professeurs. Donc, je m'insurge, nous nous insurgeons contre cette façon de procéder parce que aujourd'hui, l'étudiant a défendu et il y a contestation quelque part. On se demande, est-ce que le dossier a été valide ou pas? Est-ce que l'étudiant a été régulier? Il a été régulièrement inscrit. Et c'est ça. Et quand on lit la teneur du courrier, on sent quelque chose de bizarre. C'est comme si, deux hypothèses, on peut se dire il est régulier et qu'il a changé de directeur et de sujet, ça pose problème, ou il n'a pas été régulier, donc il a travaillé ailleurs et on vient maintenant valider à l'université de Kinshasa. Donc ça c'est de un. Deuxièmement, est-ce que l'étudiant Matata Mpoyo était connu de son DEA? Est-ce que dans le DEA spécifique ou dans le DEA dont il est question, il a participé aux travaux, il a participé au séminaire, il a participé au colloque? Est-ce qu'il a exposé en groupe ou individuellement? Et est-ce qu'il était vraiment actif? Il était là physiquement, on le voyait. Il participait dans les débats et au cours. Donc voilà les questions. Où a-t-il passé son stage? Matata Mpoyo, où a-t-il passé son stage? Qui est son maître de stage? Qui a validé son stage? On doit connaître. On doit connaître le lieu de son stage et de celui qui l'a validé. Mais non, au niveau des professeurs, puisque vous vous acharnez contre la procédure, est-ce qu'un étudiant du master propose son sujet ou on le lui propose? À ce que je sache, depuis même l'UNIKIN, c'est nous, les étudiants, qui proposions, n'est-ce pas, nos sujets. Mais on pouvait aussi le changer parce qu'on ne s'est pas convenu dans le débat pré-défense avec le professeur. Et le professeur peut vous orienter autrement, peut vous dire, bon, je vois maintenant, votre sujet ne concorde pas avec tel principe et que moi je vous propose ça. Moi je vous propose un autre sujet. Je donne l'exemple du professeur Diketo Nachungu qui nous a donné droit des biens et puis évolution des droits des biens à l'UNIKIN. Il nous a dit, lui il avait son sujet de thèse et son professeur à l'époque en Belgique lui a dit, avec tel sujet, vous n'aurez pas bon accueil chez vous au pays quand vous rentrerez au pays. Ça peut vous causer problème. Voilà ce que moi je vous propose. Il a parlé de la transmissibilité, tout ça, tout ça. Donc voilà, des biens, etc. en République démocratique du Congo. Donc d'où il a accepté le sujet lui proposé par son professeur, son directeur de thèse. Donc moi je ne vois pas débat là-dessus. On peut changer de professeur au cours même de l'année académique et du sujet. On a vu ici un étudiant ou plusieurs étudiants, ils ont commencé avec leurs professeurs, avec des sujets différents, avec des sujets adoptés, approuvés par leurs professeurs. Au cours de séances, de travail, de discussions, de débats, etc., ils ont quitté tel professeur pour aller par exemple chez Étienne Leroy et inversement, ils ont changé de sujet et Étienne Leroy leur donnait par exemple les nouveaux sujets où ils continuent avec le même sujet. Donc moi je trouve que là il n'y a pas de problème.
peut-il être encadré par un comité d'encadrement ou par son directeur des mémoires? Est-ce que, soyons rationnels, logiques, puisqu'on parle de la science, est-ce que Matata Apoyo pourrait-il être encadré par un comité d'encadrement, puisqu'un comité commence déjà par deux, un comité d'encadrement ou par son directeur des mémoires? D'après ce que moi j'ai appris ici à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, même à Paris 11, donc l'étudiant, depuis le master, donc n'a que comme encadré que son directeur. Le directeur même des thèses du master, ce n'est pas son problème. Mais sauf que le sujet, au début déjà, quand vous commencez, on vous demande déjà vos sujets, vous déposez au niveau du secrétariat, qui passe même par la direction du master. Et après, vous pouvez changer. Quand vous changez, c'est le directeur maintenant qui prend toute la charge. Donc moi, je ne vois pas de problème là-dessus. Un master doit-il être dirigé par un doyen de la faculté ou pas? Donc ça, c'est de l'amalgame. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Moi, je dis non. Pourquoi? Puisque un master, c'est un corps à part. Certaines universités, même en France, fait suite le master, donc après la licence, donc on dit licence, master, doctorat, LMD, donc licence, master, doctorat. Mais ils sont toujours, tous ces cursus-là sont par exemple dans une université. Mais je vois, il y a autonomie dans chaque cursus. Dans chaque cursus, il y a autonomie. Comment expliquer aujourd'hui, dans ce 21e siècle, à l'université de Kinshasa, parlons du cas de la faculté des sciences économiques, c'est le même doyen, puisque j'ai vu le courrier, c'est lui qui adresse au secrétaire général académique, c'est le même doyen qui dirige même le master. Mais je trouve que c'est une aberration, puisque le master doit se décaler de la licence et s'occuper, n'est-ce pas, de l'approfondissement, de l'enrichissement de son master. C'est là où il y a la science. C'est là où il n'y a pas question de la routine de professionnalisation de certains professeurs, c'est-à-dire ils viennent avec leurs cours datant d'il y a 30 ans, mais dans le master, les professeurs qui ont créé le master, le directeur, ce sont des fins chercheurs. Donc ils cherchent à innover, à créer, à se mettre ensemble avec d'autres professeurs pour créer une matière, pour créer une nouvelle science avec un nouvel objet. C'est là où il y a inventivité au niveau des masters. Et le doctorat n'est que la continuité, puisque le master, c'est une spécialisation. Mais quand on prend le master comme la licence à l'UNIKIN, c'est dangereux, à mon avis, c'est dangereux. Ici, on a vu l'anthropologie du droit. On peut dire, puisque c'est une matière connexe, ça ne fait pas suite du droit, mais c'est une matière en dehors du droit, une matière connexe. Et donc au niveau du master, c'est un corps autonome. Mais on a vu aussi dans d'autres facultés où il y a faculté des droits purs, mais dedans, quand vous suivez, vous faites le master de droit civil par exemple, dedans il y a des sous-branches aussi, mais il y a des laboratoires de droit civil, laboratoires de droit pénal, laboratoires de ceci, cela. Donc puisque le master en définitive se transforme en laboratoire, par exemple anthropologie du droit a un laboratoire, dont laboratoire d'anthropologie de l'AJP, le laboratoire d'anthropologie juridique de Paris. Voilà, donc ça se transforme en laboratoire. Donc ça dit en recherche approfondie, en recherche sérieuse. Donc quand il y a continuité, c'est dangereux. Là, il n'y a plus efficacité dans la recherche scientifique. Et c'est là où je vais m'apprendre à Matata Apoyo. Donc maintenant, un doctorat doit-il être dirigé, donc un doctorat doit-il être dirigé par un doyen de la faculté ou pas? Je dis non, parce que le doctorat, c'est aussi un corps autonome. Donc je vous ai donné en amont deux exemples de l'anthropologie du droit avec sa bibliothèque spécialisée en master
anthropologie du droit, et au-dessus, dans le deuxième étage ou cinquième même, il y a l'école doctorale de droit. Là, il y a beaucoup de filières dedans. Donc, il y a les droits publics qui est là, droit privé, tout. Puisque anthropologie du droit, c'est le droit public international. Donc, on est dans l'international, donc tout est là. Quand vous allez maintenant à l'école doctorale ramasse maintenant tous les dossiers pour les orienter dans des filières spécialisées. Donc, ça dit, l'école doctorale, à mon avis, ou à notre avis, ne doit pas, n'est-ce pas, être dirigée par les doyens de la faculté, par son décanat. Donc, ça dit, le master doit avoir son corps autonome, ainsi que l'école doctorale. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, si aujourd'hui, au niveau du Congo, on continue toujours à rassembler tout par les doyens, et certains professeurs, puisqu'ils sont professeurs de droit, d'économie, tout ça, ils doivent parler de tel master, alors ils n'ont pas qualité. Et moi, je m'en moque, puisque nous, on a vu dans notre master, ceux qui avaient parole, n'est-ce pas, que les professeurs qui nous donnaient cours ne peuvent être directeurs d'un mémoire, d'un master, que celui qui donne ou ceux qui donnent cours que dans ce master. Vous ne pouvez pas prendre un professeur, puisqu'il est économiste, il ne figure pas dans le programme d'un tel master, par exemple, master de droit économique, des droits monétaires et financiers, et vous prenez un professeur des droits, de l'économie du développement, vous le mettez dans, vous le prenez pour diriger un mémoire de master d'économie monétaire et financière. Non. Ça, c'est de l'amalgame. Ça, c'est au niveau... Ça, on peut accepter au niveau de la licence. Mais au niveau du master, ne peuvent diriger les mémoires de master que le professeur qui donne cours dans cette master. Puisqu'ils ont une autre philosophie. Puisque c'est une science à part. C'est l'approfondissement même d'une science existante. Mais là c'est des recherches très poussées. Est-ce que le professeur Ticker, il est professeur du master que faisait, n'est-ce pas, Matata Poyo? Ça, c'est la question à laquelle on doit se poser. Donc, moi, je me dis, donc, il y a un problème qu'on nous a caché. Soit Matata Poyo n'était pas étudiant régulier du master et qu'on l'a amené avec son étoffe de Premier ministre pour s'imposer et on a validé son cas, donc son dossier. Donc, il y a l'anguille sur roche, donc ils ne veulent pas parler clairement pour peut-être rabaisser un peu la valeur scientifique du diplôme de Matata Poyo ou même du master concerné. Est-ce que les professeurs d'une faculté doivent-ils être forcément, obligatoirement, ceux d'un master d'économie ou de droit? Moi, je pense non. Donc, pour conclure,